Bonjour, on reprend la suite. On en était au 10e levier que le pouvoir politique doit activer pour garantir l'unité nationale. Dans ce 10e levier, le levier territorial, on a vu les entrées régulières et les entrées irrégulières et les solutions pour rationaliser et humaniser tout ça. Voyons maintenant la question des demandeurs d'asile, à cheval entre les deux. Les demandeurs d'asile soit font une demande d'asile à la frontière, soit détournent la procédure des visas par l'overstaying, ça consiste à rester dans le pays après expiration du visa, soit par le biais d'une entrée irrégulière sur le territoire. Le droit d'asile est différent du droit commun des étrangers, mais le législateur a réuni les deux droits au sein du Code des étrangers, le CESEDA. Vous avez différents types de protection des différents statuts du droit d'asile qui permettent d'obtenir donc le statut de réfugié. Les différentes formes de protection, donc à l'issue de l'examen de la demande d'asile, les autorités peuvent accorder, outre le statut d'apatride, Convention New York du 28 septembre 54, le statut de réfugié relevant de l'asile conventionnel. C'est la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 1951, qui interdit d'envoyer des réfugiés dans les pays où ils risquent d'être persécutés. On verra ça après. Vous avez le statut des réfugiés relevant de l'asile constitutionnel. Le statut de réfugié relevant de cet asile constitutionnel est accordé en première instance par l'OFPRA qui permet également l'obtention d'un titre de séjour de 10 ans renouvelable. L'OFPRA peut accorder une protection internationale au titre de l'asile constitutionnel à toute personne persécutée, je cite, en raison de son action en faveur de la liberté, alinéa 4 du préambule de la Constitution de 1946. Donc ça s'obtient pas comme ça, on parle de combattants pour la liberté remplis d'abnégation. Mais en fait, quand vous voyez que la France n'a jamais offert l'asile à Assange, mais au contraire est resté d'un mutisme insolent et scandaleux, on voit bien que le problème, c'est nos gouvernants hypocrites et qu'entre les textes et la pratique, il y a un gouffre. Les critères d'admission au statut de réfugié de l'asile constitutionnel sont les suivants. D'abord, existence d'une persécution effective, et donc pas seulement une crainte de persécution. Le demandeur a fait preuve d'un engagement actif en faveur de l'instauration d'un régime démocratique ou des valeurs qui s'y attachent, liberté d'expression, d'association syndicale. L'engagement du demandeur doit être dicté également par des considérations d'intérêt général et non pas d'ordre personnel. Ce régime de protection est identique à celui obtenu par les personnes qui ont été reconnues réfugiées au titre de la Convention de Genève, mais il est dévoyé comme cette convention. Il y avait aussi la protection subsidiaire. La protection subsidiaire est une protection internationale fournie à un demandeur d'asile qui ne répond pas aux critères pour devenir réfugié, mais pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'il pourrait, dans son pays, courir un risque réel de subir une atteinte grave. La protection subsidiaire qui fonctionne par subsidiarité, c'est-à-dire si le demandeur d'asile a été débouté du statut de réfugié, est faite par l'OFPRA qui vérifie automatiquement qu'il n'est pas exposé dans son pays à l'une des menaces graves suivantes, peine de mort, torture ou peine et traitement inhumain et dégradant. S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne, en raison donc d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. La protection subsidiaire permet aussi l'obtention d'un titre de séjour d'1 an renouvelable portant la mention vie privée et familiale à l'étranger, ainsi qu'à son conjoint, à ses enfants mineurs, à condition que les circonstances qui ont justifié son attribution continuent d'exister. On parle de 2000 personnes en 2014 et de 8000 en 2019. Si Assange ou Snowden n'ont pas pu en bénéficier, je ne vois pas qui pourrait en bénéficier. Là, en l'espèce, on parle d'Afghans, moitié des demandes, Syriens 20%, Soudanais et Somaliens 20%. Les conflits sévissant dans ces pays, dans ces États, donnent lieu à octroi de la protection subsidiaire au titre de la violence généralisée. Et si on arrêtait d'attaquer pour déstabiliser certains pays et de leur vendre des armes à leurs agresseurs, est-ce que ça aiderait ? Protection ensuite temporaire, c'est un dispositif temporaire, donc 2 ans maximum, autorisé par une décision du Conseil de l'Union européenne, l'UE,
à majorité qualifiée sur demande d'un État membre. 3 conditions: un afflux massif de personnes en provenance d'un pays tiers et déplacées, impossibilité pour ces personnes de rentrer dans leur pays d'origine et le risque que cet afflux ne provoque des dysfonctionnements sur le système d'asile. Alors ces conditions, c'est du grand n'importe quoi. À quelle heure on doit multiplier les problèmes au lieu d'en résoudre un d'abord? Les parasites UE, ça c'est à dégager. La protection temporaire qui vient en doublon en plus, ça dégage aussi. Lorsque le demandeur d'asile est débouté, il est en situation irrégulière s'il reste sur le territoire. Là, on parle de 90 000 déboutés du droit d'asile qui se retrouvent parmi les 120 000 OQTF. Alors, je vais vous présenter maintenant le parcours actuel des demandeurs d'asile. Vous voyez le schéma de l'asile actuel. En vertu des accords de Schengen, le contrôle de l'entrée des étrangers sans papier s'opère aux frontières extérieures de l'Union européenne. Et donc, c'est des passoires. Et dans le même temps, sur 600 millions de personnes qui franchissent chaque année ces frontières extérieures de l'Union européenne, près d'un cinquième n'est pas contrôlé dans le fichier informatique mis à disposition des États membres qui recense les individus indésirables. Ça fait un sacré trou dans la raquette. En témoigne le trajet d'un Tunisien, auteur de l'attentat dans la basilique de Nice, ou du Tchétchène qui a décapité Samuel Paty. Et en plus, comme si ça suffisait pas, les moyens consacrés au contrôle des frontières extérieures par l'Union européenne ont été réduits drastiquement lors du Conseil européen de juillet dernier. Les chefs d'État et de gouvernement qui ont baissé de 31 à 23 milliards d'euros les crédits proposés par la Commission pour le poste migration et gestion des frontières dans le budget pluriannuel de 2021-2027 ont fait du foutage de gueule, bref. Mais bon, c'est que l'autre versant du pacte sur les migrations. Les migrants présents sur le territoire qui veulent demander asile disposent de 3 mois pour déposer leur demande, 4 mois avant 2018. Donc pourquoi un tel délai? Il y a eu en 2019 177 000 demandes d'asile. Les centres d'accueil, d'examen et des situations, CAES, qui proposent un premier accueil des personnes migrantes, d'où elles débutent les démarches administratives après une durée d'hébergement fixée à 1 mois, et il y a 4000 places, ce qui est insuffisant, et le tissu associatif prend le relais en lien avec le dispositif national d'accueil ou l'hébergement généraliste au nom du principe de l'accueil inconditionnel. Le migrant doit alors téléphoner à la plateforme de la SPADA, structure de premier accueil des demandeurs d'asile du département, ce qui lui prendra 10 jours en moyenne parce que la ligne est saturée, et qui va lui fixer un rendez-vous au GUDA, le guichet unique de demande d'asile de la préfecture pour le dépôt de sa demande, et il recevra une attestation l'autorisant à se maintenir sur le territoire pour la durée de sa procédure d'asile. Là, on parle de 151 000 personnes. La durée moyenne de traitement hors appel, c'est 6 mois, selon le rapport annuel de performance 2020, mission immigration, asile et intégration, l'objectif étant de 2 mois. On a aussi 26 000 demandes hors GUDA, hors guichet unique demandeur d'asile. Il s'agit des réinstallations, des demandes en rétention et des réadmissions éteintes des années précédentes, dont les requalifications Dublin. Bref. L'OFPRA, c'est un établissement public administratif, il a instruit les demandes d'asile. L'OFPRA en a instruit 132 000 en 2019, certains ont abandonné la procédure ou ont été placés en procédure Dublin avant d'arriver devant l'OFPRA. Bref, 132 000 demandes. Les demandeurs d'asile voient alors leurs droits ouverts. Alors ils ont l'aide aux demandeurs d'asile créée par la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, allocation pour demandeurs d'asile, qui est versée aux demandeurs d'asile pendant toute la durée de la procédure d'instruction de leur demande, y compris en cas de recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Donc il y en a pour 1 an. Les demandeurs d'asile relevant des dispositions du règlement Dublin peuvent également percevoir cette aide jusqu'à leur transfert effectif vers l'État membre responsable de l'examen de leur demande. La gestion de l'ADA est donc assurée par l'OFII. Les demandeurs d'asile qui n'ont pas le droit de travailler, mais aussi de façon générale tout étranger qui travaille ou réside en France de façon stable et régulière, ont droit également à la protection maladie universelle, PUMA, qui remplace la CMU depuis 2016 avec, depuis un décret du 30 décembre 2019,
un délai de carence de 3 mois, ce qui est vraiment difficile à entendre pour quelqu'un qui peut être malade. Et cette PUMA a comme principe que toute personne qui travaille ou réside en France de manière stable et régulière et ne relevant pas d'un régime obligatoire a le droit à une prise en charge de ses frais de santé. Les étrangers en situation régulière, ayant un titre de séjour valide pour séjourner en France et résider en France de manière ininterrompue pendant plus de 3 mois, peuvent bénéficier également de la complémentaire santé solidaire, ex-CMUC. Là encore, il y a un délai de carence. C'est grotesque de ne pas permettre aux étrangers de satisfaire leurs besoins fondamentaux. Ce n'est pas humaniste. Et on verra comment sortir de la contradiction accueil inconditionnel et irrégularité du séjour, plus coût énorme pour les finances publiques après. Je ne parle pas des 350 000 clandestins qui ont le droit de bénéficier de l'aide médicale d'État, coût 1 milliard d'euros, avec aussi la instauration d'un délai de carence sauf urgence, et bientôt réduction du panier de soins. Vous avez l'hébergement du dispositif national d'accueil, les CAES, donc 4 000 places, la CADA, 43 000 places, les UDA, 50 000 places, le UDA local, PRADA, les centres provisoires d'hébergement, ou les CHUM, centres d'hébergement d'urgence pour migrants, ou l'hôtellerie. L'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile représente donc davantage de places que la CADA, censé pourtant constituer le modèle pivot de l'hébergement des demandeurs d'asile. Et en plus, la pratique d'hébergement fait en réalité peu de cas de l'étiquette juridique des établissements et tient surtout compte des disponibilités. Et cette difficulté dans la gestion des politiques parfois contradictoires est bien illustrée par la Cour des comptes dans son rapport sur le budget de l'État en 2018. Il en résulte, dit la Cour des comptes, une politique publique de maintien sur le territoire national des personnes déboutées, qui paraît subie car elle n'est pas maîtrisée par l'État, pris entre le respect de l'inconditionnalité de l'accueil de toute personne vulnérable et celui des conditions de séjour régulier en France. Et donc, les 100 000 places du parc DNA du dispositif national d'accueil sont saturées. Et d'ailleurs, un quart du parc est occupé par des personnes qui ne sont pas encore ou plus demandeurs d'asile. Et avec tout ça, en 2020, la moitié des personnes pouvant prétendre à un hébergement au sein du dispositif national d'accueil n'ont pu y être hébergées. Du coup, l'hébergement généraliste est mis à contribution. Et 180 000 places qui sont très vite saturées. Les demandeurs d'asile reçoivent alors un montant additionnel à l'allocation pour demandeurs d'asile pour se loger. Enfin bref, tout est super mal géré, on peut difficilement faire pire. L'OFPRA se demande alors d'abord si le demandeur d'asile relève de la procédure normale, procédure accélérée ou procédure Dublin. Sur 132 000 personnes demandant l'asile, 52 000 ont été placées en procédure normale, 40 000 ont été placées en procédure accélérée, et je précise, sont placées en procédure accélérée des demandes hors GUDA, mais donc non comptabilisées par l'OFPRA. Ici sont également placés dans cette procédure les migrants qui n'ont pas respecté les délais pour faire leur demande. En procédure accélérée avec traitement sous 15 jours, ça, c'est les demandes cheloues, les différents motifs. Donc, c'est demandeur d'asile qui provient d'un pays listé parmi les pays d'origine sûre. Donc, régime démocratique, plus pas de persécution, pas de torture, pas de menaces, pas de violence, pas de conflit armé. Mais la décision étant individuelle, on doit statuer. Et là aussi, les demandes de réexamen. Il y a aussi les demandes d'asile présentées en rétention ou les demandes avec des explications hors propos par rapport à une demande d'asile ou des déclarations manifestement incohérentes et contradictoires, manifestement fausses ou peu plausibles selon les termes mêmes du CESEDA, qui contredisent donc les informations vérifiées relatives au pays d'origine ou le refus de se conformer à la prise des empreintes digitales ou les photographies, la présentation de faux documents, la dissimulation d'informations relatives à l'identité ou la nationalité ou aux modalités d'entrée en France. Ces fraudes concernent majoritairement les Afghans, selon le rapport d'activité 2019 de l'OFPRA. Donc accueillir les fraudeurs et refuser l'asile à Assange ou à Snowden, c'est pour le moins hypocrite. Ou la présentation de plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes. Ou encore, comme motif de placement en procédure accélérée, le dépôt d'une demande d'asile pour faire échec à une mesure d'éloignement.
ou encore si la demande d'asile a été faite plus de 120 jours après la date d'entrée en France, enfin ramenée à 90 jours depuis la réforme de septembre 2018, ou enfin si la présence en France du demandeur constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou la sûreté de l'État. Alors, précision pour les menaces à l'ordre public, la loi du 10 septembre 2018 sur le droit d'asile donne à l'autorité administrative la possibilité de refuser le statut de réfugié ou d'y mettre un terme en cas de condamnation pour des faits graves dans un autre pays de l'Union européenne. Elle permet également d'assigner à résidence ou de placer en rétention des demandeurs d'asile présentant une menace pour l'ordre public. Pourquoi placer en procédure accélérée des demandes de fraudeurs et d'escrocs et qui devraient être considérées sans autre examen comme irrecevables? Pourquoi? Hormis les demandes de réexamen, même pas 9000, le reste doit donc être sanctionné par une irrecevabilité de la demande et leur auteur renvoyé sans délai. L'idée, c'est oui, la France est généreuse, mais pas avec les escrocs et les fraudeurs. Elle est bonne, mais elle est pas conne. Ça doit être le fil conducteur. Et cette idée est déjà présente par ailleurs à l'article L822-1 du CESEDA, qui indique qu'il est puni d'1 an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende et de 3 ans d'interdiction de territoire français, le fait pour un étranger en situation irrégulière en France de refuser de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie dans les cas prévus à d'autres articles. Alors, qu'est-ce que ça c'est appliqué? Pas du tout. Comme tout le code pénal et tout ce qui concerne les sanctions en France, non pour les racailles. Contre les citoyens, mais qui ne sont pas des racailles, oui, là on applique, mais sinon, non. Alors, il faut généraliser ce type de mesures après avoir construit les infrastructures utiles et les avoir dotées de tous les moyens matériels, humains, financiers, pour commencer à gérer correctement le droit d'asile. Un quart des demandeurs d'asile, soit 35 000, sont placés en procédure Dublin. Selon cette procédure, et ce en vertu du règlement européen Dublin 3, c'est le premier pays d'arrivée du migrant en Europe qui est responsable de la demande d'asile. Vu qu'on nous a détruit les postes frontières intérieures, une fois rentrés, les migrants vont s'installer là où ils veulent. Mais seulement 15% de ces 40 000 dublinés ont effectivement été dublinés, c'est-à-dire seulement 5 000 personnes qui ont été effectivement renvoyées dans le pays européen qui doivent vraiment traiter leur demande d'asile. Et donc les 35 000 autres ont pu faire leur demande d'asile en France à l'expiration du délai de transfert. Avec des postes frontières et des contrôles forts, ça n'arriverait jamais. La préfecture consulte alors le fichier Visabio ou le fichier Eurodac dans lequel sont enregistrées les empreintes digitales des demandeurs d'asile conservées 10 ans et les autres personnes qui sont interpellées lors du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure, ça c'est conservé 18 mois. Pourquoi ne pas interdire automatiquement et définitivement aux fraudeurs à la demande d'asile en France qui refusent de relever d'empreintes de pouvoir faire une demande d'asile? Et pourquoi n'y a-t-il pas de conservation sans limite de durée de toutes ces informations sur le migrant concerné? Si l'étranger est dubliné, alors il peut également être assigné à résidence ou mis en centre de rétention administratif. Alors là où c'est le plus beau, c'est que les personnes placées en procédure Dublin doivent se rendre comme des grands, tout seuls, dans l'un des 10 pôles spécialisés, dits pôles régionaux Dublin, en préfecture de région qui prennent en charge les frais de transport. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait après? On fait le placement en fuite. Ils sont déclarés en fuite s'il manque un ou plusieurs rendez-vous en préfecture, à l'OFI, au commissariat ou à l'aéroport. Sous-entendu, pour ceux assignés à résidence, les contraignant à des pointages au commissariat. Et l'OFI arrête de leur verser l'ADA, alors manquerait plus que ça, on continue à leur verser l'aide alors que c'est des fraudeurs en fuite. Mais l'administration a la mémoire courte, passé 18 mois, le fraudeur pourra retourner directement au guichet unique du demandeur d'asile pour déposer sa nouvelle demande d'asile. À quelle heure on donne une prime au mec qui se planque pendant 18 mois? Ce genre de procédure, c'est irrespectueux pour les Français et aussi pour les migrants. Ensuite, si la demande est acceptée, le demandeur d'asile se voit confier le statut de réfugié. Ça, c'est le cas pour 36 000 demandeurs d'asile sur 132 000 devant l'OFPRA, soit 27%, et ça tombe
Il y a un quart, et ça tombe à 20% si on fait le ratio par rapport au nombre de demandes du début, 177 000. Et là-dedans, vous avez 12 000 protections subsidiaires accordées, soit un tiers, et ça concerne des demandes afghanes, moitié des demandes, syriennes 20%, et soudanaises et somaliennes 20%, et personne ne pointe la politique étrangère française et criminels de Sarkozy, Hollande ou Macron qui ont violé chacun le droit international pour servir les intérêts américains ou qui le violent encore pour vendre quelques armes utilisées contre ces populations. Donc c'est 36 000 personnes en 2019 qui ont reçu le statut de demandeur d'asile qui leur ouvre les mêmes droits sociaux qu'aux nationaux, aide sociale, etc. et qui ont donc aussi signer un contrat d'intégration républicaine et qui vont suivre pour toute formation d'intégration une formation linguistique non obligatoire et bénéficier d'un accompagnement vers l'emploi. Quant aux déboutés, ils peuvent faire des recours devant la Cour nationale du droit d'asile, la CNDA, pour contester la décision. En 2019, il y a eu 59 000 recours, faits grâce à l'aide juridictionnelle d'ailleurs, c'est encore l'État qui paye, dont 9 000 ont abouti. Donc si la Cour nationale du droit d'asile rejette sa demande, ou lorsque le demandeur ne fait pas de recours devant la Cour nationale du droit d'asile, il est alors débouté du droit d'asile et la préfecture pourra prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Et le nombre de personnes qui sont vues octroyer en France une protection s'élève à plus de 35 000 en 2019, soit un quart des demandes, et donc les trois quarts, donc plus de 90 000 sont rejetés, et même 4/5, 80% des demandes si on compare par rapport aux 177 000 demandes initiales. Et en 2019, il y a eu 120 000 OQTF prononcés, donc plus de 90 000 pour les déboutés du droit d'asile, car les OQTF ne concernent pas que les déboutés du droit d'asile. Vous avez aussi la demande d'asile à la frontière réfugiés et apatrides, dont je n'ai pas encore parlé. En 2019, la demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile, c'est 2300 demandes, dont 300 demandes d'apatrides, faites surtout dans les aéroports Roissy-Charles de Gaulle et Orly pour 80%, mais aussi en province et outre-mer pour 20%. Les demandeurs d'asile sont alors placés en zone d'attente avec contrôle du juge des libertés au bout de 4 jours, puis au bout de 12 jours. En sous-titré, là on a des illégaux qui viennent illégalement en France et qui sont coincés à une frontière intérieure et qui peuvent, selon l'article 341-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, CESEDA, et non doivent, qui peuvent et non pas qui doivent, être placés dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire, dans un port, dans un aéroport pendant un temps strictement nécessaire à leur départ. Donc le magnifique article L342-19 du CESEDA nous dit: si le maintien en zone d'attente n'est pas prolongé au terme du délai fixé par la décision de maintien, l'étranger est autorisé à rentrer en France sous couvert d'un visa de régularisation de 8 jours. S'il n'obtient pas une autorisation provisoire de séjour, un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou d'une attestation de demande d'asile, il devra alors avoir quitté le territoire français à l'expiration de ce délai. Comme s'il allait le faire. On a une législation tellement confondante de naïveté que la seule conclusion logique, c'est que ceux qui la font sont les ennemis de la nation française. Le taux d'avis positif au total s'établit à 40% pour les réfugiés et c'est 15% pour les apatrides. Pas énorme. Après que l'OQTF est prononcé, le migrant doit soit partir de lui-même, par exemple, avec une OQTF sous 30 jours, ça encore c'est un brillant esprit qui a pondu ça, soit il est placé en centre de rétention, soit il est assigné à résidence, soit il rejoint volontairement un centre de préparation à l'aide au retour. 31 000 éloignements forcés ou aidés en 2019, plus de 90 000 clandestins n'ont pas quitté le territoire en 2019 en violation du droit français. Le coût de l'immigration, selon le projet de loi de finances pour 2021, Immigration, Asile et Intégration, du 19 novembre 2020, au total, tout le traitement politique de cette question migratoire, en ce compris visa, naturalisation, asile, clandestin, et toutes les questions qui s'y rattachent, tout ce traitement politique, toutes ces réponses politiques apportées, vous l'avez compris, sont ridicules par leur inefficacité totale, qu'on pense aux OQTF, par leur désorganisation complète, qu'on pense à l'incapacité d'accueillir ou d'expulser, par leurs injonctions contradictoires permanentes,
vous n'avez pas le droit d'être là, mais vous avez des droits, par leur contre-productivité incessante, par exemple pour les visas difficiles à obtenir qui génèrent un détournement de visa, par le manque colossal de moyens dédiés, qu'on considère les délais de carence instaurés aux migrants pour se faire soigner, leur difficulté à se faire loger, ou aux 33 pauvres petits millions consacrés en 2020 aux frais d'éloignement des personnes déboutées du droit d'asile, ce qui est ridicule vu les coûts unitaires. À cause de tout ça, la France est plongée dans une problématique quasi insoluble d'immobilisme et d'incapacité, avec 3 effets pervers majeurs. D'abord, le gaspillage généralisé des ressources financières, naturelles, humaines, le non-respect des droits humains, et ensuite le délitement de la nation. D'abord le gaspillage, le coût financier énorme de l'immigration massive est organisé par la désorganisation de l'État pauvre à cause du système d'argent-dette et des contraintes ultralibérales européennes et internationales. Je parle des règles tordues de l'UE qui reposent sur la libre circulation des personnes, des services, des marchandises, des capitaux et des organes du mondialisme qui ont pondu le pacte des migrations, qui est l'alignement au niveau international des règles de l'UE avec, par exemple, donc le pacte des migrations pour la libre circulation des personnes. Certains l'évaluent à 7 milliards, comme la Cour des comptes, qui compressent leur regard pour ne chiffrer que les coûts directs chiffrables et que les coûts pour l'État. Par exemple, là-dedans, vous avez 1 milliard pour l'aide médicale d'État, éloignement 500 millions, hébergement 750 millions à minima. Mais même certains rapports de parlementaires précisent que ça ne prend pas en compte les 2 milliards que coûtent les mineurs non accompagnés aux collectivités, ni les coûts pour la police ou la justice, avec en vrac pour les coûts directs administratifs, comme la charge des assignations à résidence par les forces de sécurité intérieure, notification de l'assignation, contrôle de son non-respect, etc., ou pour la gendarmerie, la remise en cause de certaines missions, donc au total, au profit de l'organisation d'escortes d'étrangers en situation irrégulière, souvent décidées à l'arrache ou les coûts liés à l'interdiction judiciaire du territoire français, décidés par les tribunaux correctionnels, ou l'amortissement du coût des centres de rétention administrative, ou les coûts éducatifs, pénitentiaires, 60 000 places seulement de prison, donc 15 000 occupées par des étrangers, et donc incapacité de mettre en prison des délinquants, les dépenses cachées liées à la fraude, il y aurait beaucoup à dire. Bref, beaucoup de choses par nature difficilement chiffrables, mais qui apparaissent comme bien lourdes. Et en fourchette haute, d'autres parlent de 100 milliards, mais la plupart des éléments sont inchiffrables. On pourrait y déduire à la contribution de l'immigration à la consommation et à l'impôt, à la croissance. Bref, entre 10 milliards et 100 milliards, mais ce n'est même pas la question du pognon qui est importante. Ensuite, le non-respect des droits fondamentaux. Quelques exemples, la moitié des demandeurs d'asile ne peut être hébergée dans les logements pour demandeurs d'asile, se reportent sur l'hébergement généraliste, prenant la place d'autres personnes. Les migrants illégaux vivent pour une partie, enfants compris, dans des bidonvilles. Le gouvernement a instauré des délais de carence pour l'accès à l'aide médicale d'État ou à la CMU-C, hors cas d'urgence. Et les Français se font tuer par des clandestins, basilique de Nice, etc. Bref, on ne peut ni assurer la protection de la population, qui est pourtant un droit fondamental, ni les besoins fondamentaux des personnes du fait de cette organisation. Le délitement de la nation, 3e point. L'enjeu fondamental, c'est la préservation de l'unité nationale. Pourquoi ? Parce que seule la nation permet de promouvoir le principe d'égalité de valeur des êtres humains dans le cadre d'un état de droit juste et d'une démocratie sereine en tant que pouvoir du peuple, pouvoir des gouvernés qui ont leur mot à dire concernant les affaires qui les regardent au plus haut point, en tant que la démocratie également, civilisation du conflit politique, liberté d'opinion, d'expression, débat public et contradictoire. Et aujourd'hui, le traitement politique de la question migratoire est l'un des facteurs du délabrement national. Et si elle casse la nation, on retombe dans une collectivité qui n'est qu'une nébuleuse de tribalisme soumis à un régime impérial bafouant les libertés et le principe d'égalité de valeur des êtres humains. Alors que faire pour sauver l'unité de la nation sur cette question migratoire ? Plus spécifiquement ici, comment réformer la procédure d'asile ? Alors les préalables, libérer la France du système d'argent-dette et de l'ultralibéralisme, dégager le traité Schengen et autres parasites avec grosse secousse et donc nécessité d'activer l'article 16. Bref, j'ai déjà indiqué tout ça, j'y reviendrai
et en amont, refonder une nouvelle déclaration des droits de l'homme et du citoyen, plus humaine sur la base de ce que j'ai indiqué, arrêter de vendre des armes également, arrêter de faire la guerre ou l'ingérence dans les affaires intérieures d'autres pays, non pas pour laisser la place à d'autres nations, mais pour gagner en légitimité et en aura sur la scène internationale, avec donc d'autres propositions fortes et libératrices, et bien sûr recréer le circuit du trésor avec une monnaie libre, et engager la construction de toutes les infrastructures utiles, régler leur organisation et y mettre tous les moyens matériels, technologiques, logistiques et financiers et humains. Voilà les préalables indispensables, et outre toutes les actions préconisées dans toutes les vidéos de cette saison. Donc comment réformer le droit d'asile? Voilà ce que je propose. D'abord, restauration de puissants contrôles aux frontières, recréation des postes frontières fixes. Ils avaient été détruits en 95, ils doivent être hyper modernes, avec toute la technologie utile, reconnaissance faciale, drone et tout ce qui va bien, rayon X et compagnie. Soit on la met, cette technologie, aux frontières, soit on la met dans le cul des citoyens. Voilà. Soit on met les moyens matériels, humains et financiers aux frontières, soit on les démultiplie partout dans le territoire pour lutter contre les trafics en tout genre. Au choix, le respect de l'altérité, vous allez voir, commence par là, car une frontière est une œuvre de civilisation, je développerai, et il finit par le droit humanitaire, quand on ne peut pas juste vivre en France sans considérer le monde dans son ensemble. Ensuite, pour tous les clandestins présents sur le territoire, à partir de l'entrée en vigueur d'une loi réformant l'asile, ils auront 24 heures pour se rendre aux autorités. Pour ceux qui ne respecteront pas ce délai, seront appréhendés. Toute demande d'asile refusée, ils seront placés en centre de rétention administrative, qu'il faudra donc construire en masse, avec pareil, tout pour la satisfaction des besoins fondamentaux, puis éloignés. Pour ceux qui respecteront ce délai, ils seront placés en zone d'attente, ils pourront faire une demande d'asile avec toute la logistique pour les demandeurs d'asile, associations, médecine, tribunal, avocats. Et en suivant, pour tous ceux qui viendraient après le rétablissement des frontières, seule sera recevable la demande d'asile à la frontière, en ambassade ou en consulat à l'étranger, en priorité. Mais ça, pas besoin d'en discuter, c'est logique, et donc placé en zone d'attente. Ensuite, l'instruction des demandes d'asile par l'OFPRA doit être rapide, 1 mois pas plus, et la logique ne doit pas être celle aujourd'hui où l'administration a la charge de la preuve, elle incombe aux migrants qui doivent collaborer pleinement. Toute fraude ou non-coopération sera sanctionnée par le refus de la demande d'asile. Le juge sera lié. Si la demande est refusée, c'est centre de préparation à l'aide au retour pour les migrants coopératifs, centre de rétention administrative pour les récalcitrants, avec possibilité de recours bien entendu, et éloignement en cas de refus. Si la demande est acceptée comme recevable en première instance ou après recours, le demandeur d'asile aura 2 ans de période probatoire en centre d'accueil semi-ouvert, avec parcours d'assimilation renforcé. À la moindre incartade, son statut de réfugié sera refusé et il sera éloigné. S'il passe avec succès son examen d'assimilation, son statut de réfugié sera accordé. Il signera un contrat d'intégration républicaine avec suivi pendant 3 ans, au bout desquels l'étranger pourra être éligible à la naturalisation. En cas d'échec, son titre de séjour ne sera pas reconduit, OQTF, CRA, éloignement, avec toujours possibilité de recours. Voilà donc comment gérer simplement l'asile. Il faut en finir avec la logique farfelue actuelle. L'argument massu, c'est que cette procédure que je vous ai présentée est la seule véritablement conforme au droit international et aux vrais droits de l'homme. Et la procédure actuelle, vous l'avez vu, viole le droit international et les droits de l'homme, pourtant déjà tronqués. Alors, c'est la Convention des Nations Unies relative au statut de réfugié, 1951, qui pose le statut de réfugié. Est un réfugié, ou plutôt un demandeur d'asile selon le droit international, une personne qui craint avec raison d'être persécutée. Cette convention qualifie de réfugié une personne craignant donc avec raison d'être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, je ne comprends pas bien là, bref, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, bref, de tout critère pour être plus large, pourrait-on dire, lié à son apparence, si on voulait le dire de façon plus juste. Cette convention rajoute qui est qualifiée de réfugié une personne
qui ne constitue pas une menace ou un danger pour la communauté du pays d'accueil. Alors comment savoir si une personne constitue un danger pour la communauté d'accueil si on ne sait même pas qu'elle est présente sur le territoire? Et pire encore, comment ne pas juger qu'elle constitue une menace lorsqu'il est avéré qu'elle ment ou qu'elle fait obstruction pendant sa demande d'asile? Cette convention de Genève nous dit ensuite qu'est demandeur d'asile celui qui se présente sans délai aux autorités pour leur exposer les raisons de son entrée ou de sa présence irrégulière, qui ensuite se soumet à des restrictions de liberté le temps que sa demande soit étudiée, et cette convention nous dit ensuite que le statut de réfugié, une fois obtenu, oblige la personne à se conformer aux lois et règlements du pays d'accueil et lui donne le droit d'y circuler et d'établir sa résidence librement. Et enfin, cette convention incite l'État d'accueil à favoriser leur assimilation et leur naturalisation. Eh bien, tout ça, c'est très bien, pourquoi ne pas l'appliquer? C'est seulement ce que je préconise. Droit pour tout étranger de demander l'asile en France aux frontières, étude de son cas s'il se présente de suite aux autorités, si jamais il est entré illégalement malgré les contrôles aux frontières, s'il attend trop, ce n'est pas un réfugié, et si ce n'est pas un touriste, un étudiant ou un talent ou un conjoint ou famille de Français, mais qui est-il? Il constitue dès lors un danger et doit voir sa demande refusée, car c'est donc une menace pour l'ordre public. S'il respecte les délais, sa liberté d'aller et venir est alors suspendue le temps que sa demande soit étudiée, et une fois que le statut est accordé, il doit se conformer aux lois du pays. S'il le fait, alors son assimilation et sa naturalisation doivent être facilitées. Voilà, on est synchro. On voit bien que le droit d'asile aujourd'hui est dévoyé tant par l'État d'abord que par les réfugiés par contre-coup, dont 80% sont déboutés du droit d'asile et 90% de ces déboutés restent clandestinement sur le territoire français. Mais ensuite et surtout, il est dévoyé par l'État qui ne respecte pas cette convention. Cette convention, pourtant, je répète, prescrit à l'État plusieurs actions. L'État doit obliger le migrant à se présenter sans délai aux autorités dès son arrivée sur le territoire, sous peine de refus d'examen de sa demande d'asile. L'État doit obliger le migrant à rester dans un centre d'accueil le temps d'étudier sa demande. L'État doit refuser d'accorder l'asile à un migrant qui constitue une menace ou un danger pour la communauté du pays d'accueil. L'État doit favoriser l'assimilation et la naturalisation lorsque sa demande est acceptée. L'État doit déchoir le migrant du statut de réfugié dès lors qu'il ne se conforme pas aux lois et règlements du pays d'accueil. Or, on voit que l'État français n'exige pas que le migrant se présente sans délai aux autorités, avec comme effet pervers induit la clandestinité des personnes dont on ne sait rien, la schizophrénie étatique qui dit vous n'avez pas le droit d'être là mais vous avez des droits. L'État ensuite n'oblige pas le migrant à rester dans un centre d'accueil, au contraire, les migrants sont dispatchés partout, peuvent circuler librement, et plus encore depuis 2018, avec comme effet pervers induit des coûts financiers pharaoniques de gestion donc à tous les niveaux, l'aide juridictionnelle, l'éloignement forcé en passant par l'aide médicale d'État, une absence de contrôle, la clandestinité, un accueil déplorable et insuffisant, des conditions de vie indignes, et ensuite l'État ne peut évaluer la menace que peut représenter tel ou tel migrant. De plus, l'État ne favorise en rien l'assimilation par idéologie, mais la seule inclusion. Il favorise l'insertion sans contrainte dans la société, venez comme vous êtes, avec comme effet pervers induit le délitement du sentiment national. Et enfin, l'État ne déchoit pas le migrant du statut de réfugié s'il viole les lois et règlements du pays. Ça fait beaucoup de manquements, mais ce système est voulu par l'empire apatride pour casser les nations. Voilà le programme que je vous ai présenté, il est en parfaite adéquation avec le droit des réfugiés. Concernant le 12e levier, le levier extraterritorial, enfin pour terminer, la France doit se libérer des droits de l'homme tronqués. Je parle de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en premier chef et des déclarations internationales ou européennes sur les droits de l'homme, de tout, en fait, sauf du préambule de 46 qui est excellent. On doit écrire une nouvelle déclaration des droits de l'homme et du citoyen. J'ai déjà dit pourquoi et j'ai annoncé sa structure. L'idée générale, sans revenir dessus, c'est que les vrais droits de l'homme, c'est nécessairement des droits placés sous un principe philosophique lié à l'être, le principe d'égalité de valeur des êtres humains. De ce principe découlent les vrais droits de l'homme.
Il concerne les droits pour les êtres humains de satisfaire leurs besoins fondamentaux, physiques, physiologiques, affectifs, psychologiques, intellectuels, moraux. Tous ces droits aujourd'hui sont bafoués au nom des droits de l'homme. Nos droits de l'homme actuels ne sont pas une philosophie mais une idéologie qui confond tout. J'en parlerai dans la prochaine vidéo en y associant tous les enfants des droits de l'homme tronqués, dont les woke. Bref, réformer les droits de l'homme pour faire grandir l'aura de la France et la rendre inattaquable, en faire un modèle pour les nations. En suivant, il faut fonder de nouveaux traités internationaux, impulser une politique de changement des centres de gravité. On verra ça. En conclusion, pour éviter le chaos français, il faut agir pour son unité dès maintenant. Et l'action pour conserver l'unité d'une nation comme la France, avec sa triple propension à la division, à l'universalisme et à la trahison des élites, ça passe nécessairement par le ralliement d'un nombre significatif de citoyens autour de l'idée suivante. La nation, antithèse du tribalisme féodal ou de l'empire fédéral, est le seul cadre de vie collectif qui permette de faire grandir le principe d'égalité de valeur des êtres humains et la liberté responsable, qui ne peuvent trouver leur plein épanouissement que dans le cadre national à travers le consentement des gouvernés et de gouvernés, dont la forme la plus prononcée est la démocratie. La sauvegarde de l'État-nation n'est pas à opposer à l'humanisme, au contraire. La nation sans germe impérialiste est humanisme. L'empire est barbarie. Sauvegarder la nation, c'est sauvegarder l'humanisme. Dans la prochaine vidéo, on parlera de la démocratie, du débat public, des woke, des sondages et tout ça. Bref, merci de votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à bientôt.